Merci. Je voulais remercier aussi la revue La Pensée pour l'initiative de la journée et remercier la CGT pour l'accueil, d'autant plus que en tant que militant FSU, j'ai peu d'occasion d'entrer dans ces bâtiments, mais qu'à chaque fois, j'ai cette même émotion quand j'y rentre, où j'ai l'impression de sentir la puissance du mouvement social compte tenu des bâtiments. Et donc, j'ai encore plus d'émotion en prenant la parole ici aujourd'hui. Pour introduire mon introduction, je voulais revenir sur les 5 dernières années, le bilan du ministère Blanquer, bilan dont on peut assurément dire qu'il constitue un précédent, parce que jamais, ou en tout cas très rarement, on avait eu un niveau de réforme, un nombre de réformes dans l'éducation nationale aussi important en l'espace d'un seul mandat. Et je vais en donner que quelques exemples parce que c'est pas l'objet de mon intervention, mais dans le secondaire, on a la remise en cause du caractère national du baccalauréat. Rien que ça, d'autres ministres aussi étaient essayés avant sans jamais y parvenir. Dans l'enseignement supérieur, on a l'introduction de la sélection à l'entrée en licence dans toutes les licences universitaires. Là encore, il y avait eu des tentatives nombreuses auparavant qui jamais n'y étaient parvenues. Et puis, on pourrait penser que la maternelle, le primaire sont moins touchés, mais en réalité, ils le sont tout autant, de façon peut-être moins flagrante. Mais on a quand même un ministre qui a réussi à mettre la main, à la fois à mettre le nez, à la fois dans les programmes. Par exemple, c'est très clair en maternelle, où on a une primarisation de l'école maternelle qui s'accélère, et y compris à mettre le nez dans des questions pédagogiques. On le voit très bien au CP, mais Paul à côté en parlerait bien mieux que moi, sur la question des méthodes de lecture, avec quasiment, pour le dire un petit peu vide, des méthodes qui deviennent quasiment imposées. Voilà, donc pour ce panorama très rapide, des réformes sans précédent et paradoxalement, quasiment aucune résistance des personnels, ou en tout cas très peu, sauf 2 moments un peu particuliers, à savoir la réforme des retraites avec une mobilisation à ce moment-là très forte. Mais la particularité, c'est que ça dépassait largement le seul cadre des réformes éducatives. Et puis une mobilisation très forte au moment du Covid, la fois précisément où on avait dû décaler ce colloque, une mobilisation qui était majoritaire, mais en même temps, cette mobilisation ne s'est pas inscrite dans la durée, elle était très peu politique, elle était peut-être surtout une réaction quasiment épidermique, à la fois une souffrance qui s'était généralisée dans la profession, et à la fois un ras-le-bol face à la personnalité de Blanquer lui-même et à ses méthodes, mais ça n'est pas été plus loin que l'expression de ce ras-le-bol. Et quand je dis pas de résistance, j'entends à la fois peu de résistance sur des formes classiques, des grèves, des manifestations, et cetera, mais pas davantage d'actions que je qualifierais pour aller vite d'un peu alternatives, telles que des actions de désobéissance, et cetera. On a bien eu, c'était un peu original, une grève du bac sur les copies. Là, effectivement, c'était quelque chose de très fort, mais qui finalement a été assez circonscrit et n'a pas donné lieu à des suites. D'où la question que je voulais poser en début d'intervention, savoir comment expliquer le consentement des enseignants, alors même que dans le même temps, je ne crois pas qu'on puisse penser qu'il y avait une adhésion au projet de Blanquer et qu'il y avait même un niveau de défiance sans précédent vis-à-vis du ministre de tutelle. Donc comment expliquer ce consentement et à partir de là, quelles pistes on peut essayer d'esquisser, parce que j'aurais pas la prétention d'aller plus loin que ça, quelles pistes on pourrait esquisser pour le syndicalisme enseignant, pardon. Je ferai un plan en 3 parties, en revenant d'abord un petit peu sur ce que le néolibéralisme fait à l'éducation, et à ce que j'entends par néolibéralisme. Une 2e partie dans laquelle qui constituera le cœur un petit peu de mon intervention, où j'essaierai d'analyser les facteurs explicatifs de ce consentement et puis, dans une 3e partie un peu conclusive, j'essaierai d'esquisser, comme j'ai dit, quelques pistes pour le syndicalisme. Alors,
première partie sur les réformes néolibérales de l'éducation. Au-delà de Blanquer que j'ai cité en introduction, il y a certes des nuances entre des ministres comme Pap Ndiaye aujourd'hui, Blanquer avant et puis Najat Vallaud-Belkacem. Mais ceci étant dit, ces nuances-là, je pense qu'on peut plutôt les interpréter comme des variations autour d'un même noyau fondamental, noyau que je qualifie de néolibéral, en me fondant sur des travaux de chercheurs de l'Institut, en particulier l'ouvrage La nouvelle école capitaliste de Christian Laval et de ses co-auteurs publié en 2010, pour essayer de résumer un petit peu ce que ce serait que ce néolibéralisme qui impacte l'école, mais pas que. C'est en quelque sorte un modèle de société. Et dans ce modèle, on a d'une part les organisations, les individus, les services publics qui sont considérés tous comme des entreprises. Et de l'autre côté, les relations sociales qui doivent s'inscrire dans le cadre du marché. Alors, je vais développer les deux. L'individu en particulier est considéré comme une entreprise, comme un entrepreneur de lui-même, comme le disent les auteurs, c'est-à-dire que l'individu doit faire fructifier son capital humain. C'est un terme des économistes dans les années 70-80 et qui continue aujourd'hui de s'imposer. Ce capital humain, c'est ses compétences, donc son éducation, mais c'est aussi sa santé par extension. On voit bien comment ça peut concerner d'autres domaines. Et l'objectif de cet investissement, c'est d'en tirer des profits. Voilà pourquoi il se considère comme une entreprise capitaliste. Alors ça a des conséquences évidemment sur le travail. La conséquence ultime, on en parlait ce matin, c'était le recours à l'auto-entrepreneuriat. Là, on voit bien à quel point l'auto-entrepreneur se considère lui-même comme une entreprise. Mais au-delà de ça, même dans le cadre du contrat de travail, on en revient à une situation d'avant de droit du travail où salariés et employeurs sont considérés comme 2 parties égales, et donc c'est la négation, de la reconnaissance ici du lien de subordination entre employeurs, et salariés, qui est en jeu, à travers ce modèle, qui est une représentation seulement de la réalité, mais qui finit par s'imposer dans la tête des acteurs, qui le vivent comme tel. Et puis ça a des conséquences, sur l'éducation. D'abord, une réaffirmation de la finalité professionnelle de l'école au détriment, de la formation, de l'homme et du citoyen, pour reprendre cette belle formule. Et ça, on le voit à travers l'introduction des logiques de compétences, à travers l'introduction, des soft skills, qui sont, des compétences, sociales que devraient acquérir les élèves, pardon, des compétences psychologiques, qu'ils seraient censés, apprendre à l'école, plutôt que des savoirs. On a ce développement-là. Hem, on a également la remise en cause, de la logique du service public gratuit pour tous et toutes, dans le but de transmettre une culture commune, au profit de la constitution d'un marché éducatif. Et donc j'en arrive au deuxième volet du modèle. Toutes les relations humaines sont considérées comme, relevant du marché. Et le marché, sa substance, qu'est-ce que c'est? C'est la concurrence. La concurrence, à la fois entre des offreurs, à la fois entre des demandeurs. Donc entre les demandeurs, on a ces individus entrepreneurs d'eux-mêmes, à la recherche, de l'accumulation de leur propre capital humain, qui du même coup sont invités à, réussir plus que le voisin pour décrocher telle ou telle certification, pour obtenir telle ou telle école plus sélective, et cetera, et se démarquer et pouvoir ensuite vendre, ce capital humain sur le marché du travail. Et de l'autre côté, on a la concurrence entre les offreurs, à savoir les établissements scolaires, et par extension les personnels. Concurrence qui, dans le modèle néolibéral, c'est ce que disait Paul, tout à l'heure dans son exposé, concurrence qui est conçue comme une manière d'augmenter la productivité, d'augmenter l'efficacité, du système. Et évidemment, cette conception, de l'école comme un marché éducatif, elle va avoir des implications à la fois sur l'emploi et sur le travail des personnels. Hem, sur l'emploi d'abord, avec une double remise en cause des statuts.
à la fois une remise en cause, je dirais par contournement, c'est ce dont tu as parlé Paul, avec le phénomène de contractualisation. Plutôt que, d'appliquer le statut, on embauche des contractuels, puisqu'ils ne sont plus soumis, précisément, ils ne bénéficient plus nécessairement des droits et cetera qui vont avec le statut, et une remise en cause, plus directe en attaquant le statut. Depuis 1983, il y a eu toute une série, de réformes, qui ont eu pour but de limiter la portée du statut et cetera. La loi de transformation de la fonction publique, en est sans doute l'un des derniers exemples, en date, et je m'y étendrai pas. Mais voilà, on a des conséquences sur l'emploi qui sont largement combattues, par les syndicats dans l'éducation nationale, et je m'y étendrai pas. Et de l'autre côté, on a des conséquences sur le travail, hem puisque, comme je le disais, les missions de l'école se trouvent changées. On concentre, l'école sur sa finalité professionnelle, et donc du même coup, la mission des enseignants, elle aussi, elle devient différente. L'objectif n'est plus de transmettre une culture commune à tous les élèves. L'objectif des enseignants, est de transmettre des compétences qui seront utiles dans le monde professionnel. L'objectif est de faire réussir certains au détriment des autres et d'organiser la concurrence, de participer au tri social. Alors ça a toujours été, mais il y avait en même temps quand même, l'idée très forte, qu'il fallait transmettre cette culture commune à tous les élèves et cetera, et c'est quelque chose qui, avec le passage à l'école néolibérale, est en train, de disparaître. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'entre autres, je crois qu'on a tendance, dans les syndicats à pointer, ce problème, cette cause néolibérale, à le dire comme un élément de langage assez souvent, qui expliquerait, comme un cadre général qui expliquerait à la fois les problèmes en termes d'emploi et à la fois les problèmes en termes de travail que je viens de soulever, sans forcément prendre le temps, de bien aller voir derrière ce que c'est que le néolibéralisme, ce que j'ai rappelé auparavant, et donc à faire le lien entre les 2. Finalement, les conséquences du néolibéralisme sur l'emploi d'une part et sur le travail d'autre part apparaissent souvent dans les discours syndicaux, assez déconnectés les uns des autres, sans qu'on soit toujours capable de refaire le lien, et je crois que j'y reviendrai, dans la troisième partie, mais que ça fait partie des choses sur lesquelles, il y aurait besoin, de travailler, notamment à travers la formation. J'en viens à ma deuxième partie, à propos des causes du consentement à l'ordre néolibéral, chez les enseignants. Avec 3 causes, la carotte et le bâton. Je commencerai par le bâton, puis la carotte pour aller vite, et puis une troisième cause, sur laquelle je m'étendrai peut-être un petit peu plus, qui est l'engagement des personnels, pour la réussite de leurs élèves, ce qu'on appelle des fois la conscience professionnelle, et je crois que c'est une cause qui est au moins aussi importante, que les 2 premières. Le bâton, c'est la multiplication des injonctions, et de l'autoritarisme dans l'éducation nationale. On a, dans le syndicalisme, peut-être une double difficulté à penser ce facteur-là, avec l'idée souvent que les enseignants, compte tenu du statut précisément, sont assez préservés, de cet autoritarisme. Hem Et puis aussi parce qu'on n'associe pas forcément le néolibéralisme, à ce caractère, plus autoritaire, quoique, les 5 ans de Blanquer, ont un petit peu fait changer les choses. En tout cas, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort, qui va croissant, avec d'abord une multiplication des injonctions, qui ne sont d'ailleurs pas toujours imposées de façon réglementaire, mais qui de plus en plus le sont sous la forme, assez informelle de vade-mecum, de guides. C'est le cas pour les méthodes de lecture. Il n'y a pas, de décret, il n'y a pas, de circulaire qui impose telle ou telle méthode de lecture dans les classes. En revanche, il y a des guides, il y a, du même coup des pressions informelles à utiliser plutôt telle méthode, plutôt que telle autre. Il y a en même temps une précision accrue du cadre prescriptif, avec une réduction des marges de manœuvre, des enseignants. C'est très clair sur les programmes du secondaire, notamment, je prends le cas des SES que j'ai enseigné pendant quelques années. On a des programmes par objectif qui sont, de plus en plus précis, où on n'a plus seulement des objectifs, il faudra que les élèves aient, compris et réfléchi à telle problématique. On a des choses, il faudra que les élèves aient, compris, que ceci entraîne cela, et ceci entraîne cela, c'est telle théorie économique très située.
le plus souvent situé du côté orthodoxe de l'économie, chez les économistes néolibéraux. Et donc, on n'a plus le choix que d'en passer par là. Et comme le programme est par ailleurs extrêmement lourd, on n'a pas le temps non plus de profiter de 10 minutes, un quart d'heure de cours ici ou là, pour présenter une théorie qui serait un petit peu différente, pour montrer les limites de ce qu'on leur enseigne, et cetera. Donc, on est de plus en plus contraint par cette inflation des prescriptions à effectivement respecter le cadre sans avoir le temps de passer par des chemins de traverse, sans avoir le temps de mettre en œuvre des petites résistances hem, au fil de l'eau. Ce d'autant plus qu'on a une évaluation des élèves qui est de plus en plus importante, qui compte de plus en plus, on le voit avec Parcoursup, et et que et que du même coup, on ne peut pas non plus se permettre de refuser les programmes, de ne pas les faire, mais j'y reviendrai quand je parlerai de l'engagement des enseignants. C'est aussi un des facteurs qui fait que les enseignants se retrouvent coincés dans leur volonté de résister lorsqu'ils sont en classe. Et puis, en plus de ça, une hiérarchie de plus en plus autoritaire. Comme je vois que, j'ai déjà quasiment épuisé le temps, je vais aller un petit peu plus vite, mais je voulais simplement faire référence au cas, de Caïté Rada, à Nanterre, où en plus des sanctions formelles, on a aussi des sanctions informelles, ici des mutations dans l'intérêt du service, qui n'est pas justifiée, par la hiérarchie elle-même, qui peut tomber du jour au lendemain, et on peut penser qu'on a aussi une multiplication de ce genre d'agissements au sein de l'éducation nationale. Je vais passer tout de suite à la suite, savoir à côté du bâton, il y a la carotte, en manipulant les intérêts et je dirais les bonnes raisons des enseignants. Alors la rémunération au mérite, on en parle beaucoup, pour l'instant on en est relativement préservé, mais c'est quand même une menace qui nous pend au nez. Mais sans qu'elle ait forcément été mise en place, on a quand même tout un tas de petites choses qui peuvent faire tenir aussi des enseignants, d'autant plus quand ils sont à ce point paupérisés, qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est à ce point réduit, et où le fait de participer à tel ou tel projet, le fait de participer à devoirs faits au collège, ce qui a priori n'est pas dans leur mission, mais le fait que ça leur apporte un petit peu plus, bah, c'est d'autant plus compliqué de le refuser quand, à côté de ça, on peine à boucler les fins de mois, ou en tout cas quand ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est sans doute pas l'élément central, en tout cas pour le moment. Il y a d'autres éléments, d'autres intérêts, qui sont manipulés, en particulier les postes. C'est le cas dans le second degré où, on a une mise en concurrence des disciplines avec la réforme du lycée, puisque les élèves sont amenés à choisir des disciplines, des spécialités, selon, en toute liberté, en tout cas a priori, et donc du même coup, ça pousse une partie des collègues à entrer dans le jeu, de faire la promotion de leur discipline au détriment des autres, en espérant sauver un des postes de la discipline quand, un poste, est menacé, et ce par des moyens, qu'on aurait peiné à imaginer il y a encore quelques années. Je pense notamment à toute une réflexion que je vois chez les collègues sur comment je dois noter les élèves de seconde pour qu'ils aient envie de continuer dans ma discipline en première. Si je leur mets des notes, trop faibles en seconde, je vais les décourager, à poursuivre, les SES par exemple, et donc j'ai peut-être tout intérêt, à noter de façon plus large. On arrive quand même à ce genre de choses. Quand je disais le travail lui-même, est remis en cause, en voilà un bel exemple. Et puis, je pense aussi aux conditions de travail, l'intérêt par les conditions de travail. Dans le supérieur, pour le coup, pourquoi les collègues participent à la sélection, des étudiants? Peut-être que Bertranger en parlera tout à l'heure, mais je fais l'hypothèse qu'il y a aussi, l'idée de se dire que le fait de sélectionner les étudiants, permet aussi de garantir des conditions de travail un petit peu plus acceptables, quand on est en cours, que si on ne les a pas sélectionnés du coup. Donc on pourrait multiplier ce genre d'exemples. Hem, L'intérêt, direct, financier, mais pas que, des enseignants et des personnels, est largement manipulé pour les faire aller, dans le sens des réformes. Et puis, dernière chose, hem, la conscience professionnelle, et le libre engagement des personnels, me semble le facteur explicatif peut-être principal. C'est d'ailleurs, Luc Boltanski et Chapelot qui disaient que la grande force du néolibéralisme, c'est d'être capable de récupérer à peu près tout et n'importe quoi, et ce qu'il peut notamment récupérer, c'est l'engagement.
il arrive et d'ailleurs c'est le grand terme à la mode en ce moment, c'est l'engagement, il y a des associations qui interviennent pour valoriser l'engagement auprès des élèves. Alors évidemment, l'engagement, c'est pas leur engagement syndical, c'est un engagement de soi, c'est un engagement dans des causes charitables, tout un tas d'engagements, pourvu que l'engagement ne soit pas trop critique. Hem Cette conscience professionnelle, on l'a bien vu au moment, du coronavirus, au moment du confinement, où les enseignants ont rivalisé d'imagination, y compris lorsqu'ils n'en avaient pas les moyens techniques, pour pouvoir faire travailler leurs élèves et assurer la continuité pédagogique qui avait été décrétée, en haut. Hem, je le disais tout à l'heure, c'est l'attachement à la réussite des élèves qui fait que les enseignants sont à ce point, cadenassés aussi par les programmes, quand bien même ils désapprouvent les programmes et le contenu de ce qu'ils enseignent. C'est pas seulement le fait qu'ils sont fonctionnaires et qu'ils sont normalement tenus, de mettre en œuvre les consignes, c'est aussi qu'ils savent à quel point, le fait d'avoir terminé le programme, notamment en vue du baccalauréat, sera déterminant pour la réussite, de leurs élèves. Ça a un nom que les chercheurs en sciences de l'éducation, ont analysé, c'est le teaching to test. Mais ce qui amène aussi à des choses, parfois assez absurdes, c'est-à-dire de limiter son enseignement à ce qui sera rentable, sur le plan évaluatif, et à en enlever tout le reste. C'est encore au nom, de la réussite des élèves qu'un certain nombre de collègues sont engagés dans tout un tas de projets, qui ne rentrent pas du tout dans le cadre de leur mission et en tout cas de leurs obligations de service et je pense à un exemple qui est donné par Lucie Tanguy dans «Enseigner l'esprit d'entreprise», l'exemple des mini-entreprises. Souvent au collège, certains enseignants avec des associations d'entrepreneurs montent des, projets. Il s'agit sur l'année de créer une mini-entreprise qui en réalité ne produira pas, parce qu'il ne s'agit pas d'être ouvrier dans l'entreprise, mais en fait, les élèves se répartissent les tâches, de direction, de cette mini-entreprise. Hem et hem et pourquoi je parle de cet exemple-là? Parce qu'elle s'est aperçue dans son étude, Lucie Tanguy, que ces mini-entreprises sont souvent mis en place dans les collèges les plus populaires, là où, les enfants ont du mal à accrocher à l'école, là où ils sont déjà parfois en décrochage ou en tout cas où ils rencontrent des difficultés et que c'est pensé par une partie des enseignants comme un moyen de les raccrocher. Et donc on voit bien la difficulté ici pour le syndicalisme, de lutter contre le développement de ce genre de projet, contre lequel on serait évidemment vent debout. Parce que les collègues sont de bonne volonté, c'est très difficile, y compris dans un vote de CA par exemple, d'aller contre la volonté des collègues qui, se démènent, qui font des choses pour leurs élèves et cetera. Donc ça nous met dans une difficulté, y compris sur le terrain, extrêmement grande. Et puis, à un point d'un point de vue plus général, plus national, c'est aussi extrêmement pervers dans la mesure où contrairement à un gouvernement par la réforme, qui est facile à dénoncer parce que ça s'applique partout en France, parce qu'on le voit venir, c'est un gouvernement par petits bouts, par petites touches, ce que Anne Barra à désigner comme un gouvernement par des dispositifs, un gouvernement par des programmes, où on fait changer les choses sans que ça se voit, dans tel collège, ça va changer autrement là-bas, mais il n'empêche que, on a un mouvement d'ensemble, qui finit par se retrouver dans l'ensemble des établissements. J'en viens, à ma dernière partie sur laquelle, j'irai assez vite parce que je vois que j'ai déjà épuisé le temps qui m'était imparti. En réfléchissant à quelques pistes de réflexion, pour le syndicalisme, mais c'est jamais la partie la plus facile non plus parce qu'il y a toujours un peu le risque, d'apparaître comme le donneur de leçons, et donc bon, je dis tout ce que je dis avec beaucoup d'humilité aussi. Mais il me semble que une des choses sur lesquelles, la réflexion pourrait se porter, la question du sens, à la fois du sens du travail et à la fois du sens politique, du syndicalisme. Je l'ai dit, si les enseignants, mettent en œuvre les réformes, c'est pas tant par une adhésion en tant que telle au projet néolibéral, c'est par un engagement pour la réussite de leurs élèves et sans toujours voir précisément le sens ou les implications de ce qu'ils font, dans cette logique, d'engagement.
C'est le cas dans les mini-entreprises. Il n'y a pas d'adhésion en tant que telle, à l'idée qu'il faudrait former, tous les élèves à l'esprit d'entreprise et cetera et qu'il faudrait, faire de la société tout entière un vaste marché avec seulement des entreprises. Mais par contre, il y a cette idée que l'entreprise est un lieu comme un autre d'insertion pour les élèves, que ça leur permettra peut-être de réussir et cetera. Si on ne s'attache pas au sens, qui est mis par les enseignants, dans cet engagement et si on n'essaye pas derrière de décortiquer le sens plus large que ça peut avoir, le sens politique, il me semble qu'on rate quelque chose. Alors après par quoi ça peut marcher? Évidemment, c'est toujours la grande difficulté, c'est qu'en pratique, je pourrais toujours parler, de l'importance de la formation syndicale et cetera, mais je pense qu'on en est tous convaincus ici, mais en tout cas, heu, le sens du travail, à mon avis, doit occuper plus de place dans notre action syndicale, hem et par exemple, ça signifie que le syndicalisme enseignant a, à mon avis, toute légitimité à, prendre en charge les questions de programme, à prendre en charge les questions de pédagogie qui sont, des éléments sur lesquels, le syndicalisme a parfois s'interdit parfois, de trop réfléchir ou de trop donner un avis, en se disant que la pédagogie appartiendrait par exemple à chaque enseignant et que le syndicat n'a pas, à donner son avis sur les pédagogies qui sont mises en œuvre. Et puis au-delà de ça, redonner, du sens politique au syndicalisme. Hem, je conclurai très vite en disant que ça a été l'objet de toute une réflexion qu'on a menée, au sein de l'institut de recherche de la FSU avec un colloque qu'on avait organisé, il y a 2 ans, «Le syndicalisme au défi du XXIe siècle» et dont les actes ont été publiés, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Et puis aussi d'un petit ouvrage qu'on avait, publié à l'institut avec quelques collègues, «Le syndicalisme en commun», où on partait du principe, non pas que le syndicalisme devait, renouer avec, une dépendance à un parti politique, renouer avec, l'idée qu'il faudrait un débouché politique aux luttes, débouché qui serait naturellement dans les seules organisations politiques, mais qu'il fallait que le syndicalisme ose être à l'initiative d'un projet politique, à la fois éducatif en ce qui concerne les enseignants et plus largement d'un projet politique de société, ce sur quoi il reste peut-être encore un peu timide. Voilà, pour les quelques pistes que je voulais vous soumettre aujourd'hui. Je vous remercie.